Salutations spéciales, messieurs et dames, vous tous qui aimez bel et bien suivre cette émission Anglais Saillant sur ma bannière télévision et ma bannière FM. Je vous salue et je vous prie de pouvoir vous installer confortablement car nous débutons cette émission Anglais Saillant. Comme vous le constatez, cette émission est présentée par Glodino Lukanou et je vais recevoir pour vous des invités. Il s'agit donc de monsieur Simon Lusonson. Il est analyste politique. Monsieur Simon, bonjour. Bonjour Monsieur Glodino, merci de l'invitation que vous avez lancée à mon endroit, mais aussi je salue mon frère et ami qui est en face de moi, mon co-débatteur de ce jour, Monsieur Léonard Senga, mais également je salue toute la population matadienne et toute la population du Congo central de manière générale et une fois de plus, merci de l'invitation. Merci beaucoup Monsieur Simon Lusonso. À ma gauche, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, Maître Léonard Senga, à qui je dis également bonjour. Bonjour, merci beaucoup, monsieur, pour votre invitation. Et je salue en pensant mon co-débatteur qui est en face de moi et aussi tous les camarades du parti et tous les amis qui me sont chers. Merci d'être venu également. Mesdames et messieurs, avec nos deux invités, nous allons aborder trois thématiques. Il s'agit donc de la démission de Vidier Chipanda qui fut conseiller spécial chargé des questions stratégiques du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons parler de lui qui était impliqué dans une vidéo de corruption. Après, Vidier Chipanda a décidé de pouvoir s'éloigner de l'institution au président de la République. Nous allons également parler de l'insécurité dans la ville de Matadi qui bat son plein depuis un certain temps. Donc l'insécurité remonte une fois de plus. Nous allons ensemble avec vous également parler de notre troisième sujet et qui est la recrudescence des accidents sur la RN1, la nationale numéro 1, les pistes de solutions mais aussi les causes qui fait en sorte qu'il y ait recrudescence des accidents sur la RN1. Alors, la toute première question à monsieur Maître Léonard Senga, Maître Léonard, la démission de Vidier Chipanda après le scandale sur la vidéo de corruption avec le fameux investisseur. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense que cette question, personnellement, quand j'ai suivi les images et même l'intervention du concerné, je pense que ça nous a réjouis. Nous, l'Alliance pour le changement parti cher à Jean-Marc Kabound, parce que si vous avez souvenance, le 18 juillet de l'année en cours ici, notre leader, notre mentor, Jean-Marc Kabound, avait souligné dans son point de presse pour dire que au sommet de l'État se trouve un club d'amis. Et ce club d'amis-là, il les a qualifiés comme des jouisseurs. Et il n'avait jamais été compris quant à ça. Il a informé la nation tout entière de la manière que le Congo était en train, ou sinon le Congo est en train d'être géré. Mais personne ne l'a cru. Et c'est comme cela, à ce jour, il se retrouve à la prison de Makala pour le fait d'avoir dénoncé les faits qu'aujourd'hui, je pense, les peuples congolais sont témoins. Et en réalité, Jean-Marc Kabound, à ce jour, sa place ne devrait plus se retrouver à la prison centrale de Makala. Parce que les faits pour lesquels il est poursuivi, entre autres, qu'il aurait mis à la place publique des faux bruits. Mon frère, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore dire qu'il y a faux bruit? Parce que les faits sont là, les faits sont palpables. Et si vous avez encore souvenance, il y a 3 ans ou 4 ans passés, nous avons suivi dire l'affaire rétrocommission.
Rétrocommission veut dire COP. COP. Et le régime ici, le régime en place, est habitué avec ces COP, avec les rétrocommissions. Et voilà, la présidence de la République est du fait qu'elle soit entourée, ou sinon qu'elle soit composée d'un club d'amis. Et ces amis-là ne vivent non seulement de leur salaire, aussi des COP. Et aujourd'hui, là, je pense, tout sort maintenant au grand jour. Et le monde, les Congolais tout entier connaissent effectivement, il y a des COP qui se passent au niveau de la présidence de la République. Parce que déjà, dès le départ, nous avons parlé d'une histoire de rétrocommission. Tant pour vous, hormis Vidé Chimanga, il y a plusieurs mafias que nous ne connaissons pas au niveau de la présidence. Dit-on que 99 jours pour vous et 1 jour pour les policiers. C'est de la manière. Aujourd'hui, là, le monsieur qui venait d'être surpris, là, c'est une habitude. Je pense que c'est une habitude. Maintenant, là, Dieu l'a sacrifié. Il est finalement sacrifié. C'est comme cela que tout est sorti comme ça. Il n'est pas seul. Cette institution ici est composée et fonctionne comme ça. Cette institution fonctionne moyennant des COP. Sont des banamaïs venus de l'Europe, sont venus chercher l'argent au Congo. De moyens. Vous soutenez toujours la parole de votre président Jean-Marc Aboun pour dire que c'est un club d'amis au sommet de l'État. Un club d'amis au sommet de l'État. Monsieur Simon Lusonso, Vidé Chimanga démission de son poste. Est-ce qu'il avait vraiment raison de pouvoir quitter le poste, d'autant plus que lui-même a dit et qu'il a qualifié cette vidéo d'un mensonge grossier. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'on peut démissionner à cause des mensonges? Bon, merci. En ce qui me concerne, moi personnellement, lorsque je fais la lecture de ces récits, je pense que je soutiens d'abord la démission. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, au Congo, les problèmes que nous avons, nous avons un problème d'hommes. Nous avons des institutions, mais nous avons un problème d'hommes. Aujourd'hui, il y a des antivaleurs pour lesquels nous sommes en train de lutter. Il faut lutter contre la corruption, il faut lutter contre la fraude fiscale, la fraude douanière et tout et consorts. Et il est temps plus que temps. Parce qu'aujourd'hui, si les pays ne décollent pas, parce que nous sommes tellement experts, nous tous, Congolais, nous sommes tellement experts, nos mains sont trempées dans la corruption, dans les vols, dans les détournements et consorts. Donc voilà les problèmes. En ce qui concerne M. Vidé Chimanga, je pense que nous avons suivi la vidéo qui a circulé à travers les réseaux sociaux, n'est-ce pas, qui a démontré qu'il serait en train, n'est-ce pas, de parler, de prendre des langues avec des prétendus investisseurs qui devaient venir au Congo et que voilà, il a posé des conditions, il aurait posé des conditions pour réclamer, n'est-ce pas, une rétrocession, il me semblerait de 20%, si je ne me trompe pas, par rapport à la somme, n'est-ce pas, qui devait être mise à la disposition de notre pays en termes d'investissement. Voilà, et puis curieusement, la vidéo a basculé sur la place publique, voilà, il s'est gêné de ces faits-là, et puis voilà, il s'est dit, non, en tout cas, sa personnalité a été ruinée, il fallait, n'est-ce pas, démissionner. Et donc, il a fait savoir, d'abord, il a nié les faits, et que cela serait un montage selon son entendement, mais aussi, lui, a nié les faits, parce que, pour lui, en tout cas, ces faits ne constituent pas la véracité de ce qui s'était passé. Mais qu'à cela ne tient, nous avons retenu que M. Vidé Chimanga a présenté sa démission. Et cette vidéo-là, l'origine, est-ce qu'il s'était rendu là où les images, n'est-ce pas, ont été capturées, ainsi de suite. Donc, ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Mais ce que nous devons retenir, mais est-ce que ça peut vraiment arriver que les images soient fausses et que ça soit monté par des informaticiens? Bon, en tout cas, il ne faut exclure aucune hypothèse, parce que ce qui est vrai aussi avec l'évolution de la technologie, l'informatique aujourd'hui, on peut monter des images, on peut monter des photos, et ainsi de suite. Ça peut arriver. Voilà pourquoi moi je suis en train de mettre un peu de réserve. Mais en ce qui est vrai, puisque lui-même a pris ce courage de pouvoir démissionner, nous pensons qu'il y a un adage qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. C'est fait que
ces faits peut-être, effectivement, se sont passés quelque part et puis voilà, pour ne pas souiller sa réputation. Et à homme d'État, il s'est dit, voilà, le mieux serait de pouvoir se retirer parce qu'il s'est dit, le chef de l'État pourrait aussi, n'est-ce pas, retirer sa confiance en sa personne, étant donné que c'est lui, les conseillers stratégiques du chef de l'État. Mais c'est pas la première fois que sa réputation soit souillée. Mais c'est Vidé Tshimanga a eu à se battre lorsqu'il fut président de Darin Claire Motema Pembe de Kinshasa, la capitale congolaise. Tout à fait, je me souviens de ces faits. Voilà pourquoi j'ai dit, il a pris l'option de pouvoir se retirer. Moi, j'encourage cette démission parce que vous savez, ici au Congo, on n'a pas assez cette culture de démission. Je voudrais vous citer un cas ici au Congo central. Nous avons connu un cas où la population, à l'unanimité, avait sollicité la démission d'une certaine autorité, mais qui n'avait jamais. Bon, la majorité, peut-être, je dirais, la majorité, ou sinon bon nombre avait voulu que l'autorité démissionne. Mais elle n'a jamais démissionné, elle n'avait jamais démissionné. Je ne cite pas le nom de quelqu'un pour ne pas personnaliser les débats. Nous avons connu autant d'autorités au niveau de la province, et donc elle n'a pas démissionné. Mais moi, je pense que lui, du moins, a pris ce courage de démissionner. Parce qu'au finish, les conséquences seraient quoi? Il se pourrait qu'à la suite, le président de la République pourrait, n'est-ce pas, les limoger. Et pour sauvegarder aussi une certaine notoriété, et en responsable, il s'est dit, je préfère me retirer avant que je ne sois limogé. Vous comprenez? C'est comme vous venez de citer les noms d'une autorité qui était une autorité ici chez nous, l'honorable, le patron du parti politique Alliance pour le changement, qui à un certain moment, vous voyez, et qui a été limogé de son parti, et finalement il s'est dit non, voilà, il y a eu des menaces pour qu'il soit aussi limogé au niveau du perchoir, au niveau de l'Assemblée nationale, mais il avait préféré de démissionner alors qu'il y avait déjà des menaces. Donc vous comprenez déjà, lorsqu'il y a des menaces, vous estimez que des conséquences pourraient être fâcheuses vis-à-vis de sa personnalité, et le mien, c'est de démissionner. Et moi, j'encourage. Mais Simon, ne pensez-vous pas que la démarche menée par Jean-Marc Abound est-elle vraie? D'autant plus que les choses qu'il a qualifiées hier dans l'Union sacrée, aujourd'hui, c'est présent devant tout le monde, noir sur blanc. Bon, c'est ça, moi, je fustige. Vous savez, lorsqu'on assume des responsabilités, même des gens qui entourent les chefs de l'État, personne ne peut se taper les leaks de dire non, voilà, moi je soutenu le président, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est moi qui ai fait ceci pour qu'il soit là, j'ai bâti campagne, ainsi de suite. Dès lors que vous êtes conseiller ou vous assumez une certaine responsabilité à côté du chef, vous devez vous soumettre et vous devez vous aligner à la vision du chef de l'État. Parce que même lui-même l'a dit, il a toujours soutenu les chefs de l'État dans la lutte contre la corruption et consorts, mais ce qu'il a fait là, c'est en contradiction avec cette vision, cette philosophie, n'est-ce pas, de lutte contre les antivalents. Et donc, je réitère mes propos, j'insiste en disant, je suis contre ce qui s'est passé. Si la vidéo serait vraie, je suis contre. Si cela était ou serait un montage, moi je pense qu'il est là, comme il a promis à l'opinion, qu'il pourrait brandir une pièce qui serait contraire à ce qui a été balancé pour sauver son honneur. Moi je pense que ça serait une bonne chose. Mais aussi la société civile aussi, je parle de la CAGE qui a sollicité à ce que des enquêtes soient menées pour que au clair par rapport à ce qui s'est passé. Mais aussi c'est une bonne chose pour décourager ces comportements de la part de ceux-là qui entourent les chefs de l'État. Merci beaucoup. Une réaction, sinon une conclusion pour finir avec le premier sujet. Conclusion pour ce point ici. Moi je pense que nous prenons le peuple congolais à témoin que les faits que le président Jean-Marc Abound a dénoncé est vrai, et que au sommet de l'État congolais, il existe un système. C'est devenu d'ailleurs une mode de gestion, une mode de gestion actuelle qu'on appelle par rétrocommission. Mon frère, lorsque déjà l'autorité vous parle des rétrocommissions, n'est-ce pas que c'est une façon d'encourager ce système-là? C'est un système qui devrait déjà être découragé dès le départ. Mais l'autorité elle-même soutient ça, protège ça, et donne le nom comme rétrocommission. Donc c'est un système, ça évolue comme ça depuis que ce système a été installé. Depuis que ce régime, je dire, a été installé au Congo. Donc le régime ici vit aussi en dehors des émoluments qu'ils ont, aussi
des rétrocommissions. Voilà pourquoi lorsque nous disons que nous sommes gérés par des jouisseurs et personne ne nous croit. Et je crois maintenant... N'oubliez pas que Jean-Marc Kaboundou fit parmi les proches du chef de l'État. À ce moment-là, il n'avait pas aussi dénoncé. Effectivement, avec son positionnement après politique. Avoir perdu les gâteaux, il commence à dénoncer. Les gars, étant vice-président de l'Assemblée nationale, il ne pouvait pas venir exposer l'autorité du chef. Mais du moins, entre eux, il se parlait, il vous a dit. Il a dit devant la presse qu'à chaque fois, il essayait d'interpeller, ou sinon, de conseiller utilement au chef. Mais du fait qu'il est mal entouré, le chef est mal entouré, il était difficile de le suivre. Il était difficile de le suivre parce que le chef est là, le président de la République est là pour défendre les programmes qu'on lui a donnés par les partis politiques UDPS. Et l'UDPS doit veiller à ce que ce programme-là soit exécuté. Et lorsque l'autorité, ou sinon les patrons du parti trouvent que le programme est en train d'être dévié, il est de bon droit de pouvoir rappeler au chef pour qu'il revienne au bon chemin. Merci, nous ne parlons pas de Jean-Marc Kaboundou ici. On va prendre notre deuxième thématique, Monsieur Simon Lusson, sur la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Matadi. Un phénomène qui remonte en puissance. Selon vous, c'est quoi la cause? C'est quoi la cause? D'abord, il faut faire le diagnostic. Ça fait, ou disons, un constat selon lequel, ça fait un certain temps, nous avons connu la calmie, non seulement au niveau de la province, mais particulièrement au niveau de la ville de Matadi. Nous avons connu la calmie parce que il y a la quiétude, il y a la paix, cette paix qui est éphémère, qui s'était installée à un certain moment donné. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les pires, les contraires, et donc il y a la recrudescence comme vous venez de le dire. Mais c'est quoi la cause? Moi je pense que j'essaie de réfléchir en tant que compatriote vivant ici au Congo central et précisément à Matadi. Et tout récemment, on a procédé à la libération de certaines personnes qui étaient gardées au niveau de la prison centrale de Kamolaï, si je me trompe. Et aujourd'hui, la population est en train... Une liberté conditionnelle, tout à fait. Et aujourd'hui, la population est en train, n'est-ce pas, de décrier cette façon de faire, parce que il y a effectivement des Koulouna qui sont parmi nous, parmi ceux-là aussi qui avaient bénéficié de cette mesure de libération. Et donc, il y a la présomption selon laquelle que ce sont ceux-là qui avaient été libérés et ce sont ceux-là qui sont en train de s'aimer la terreur et la désolation. Donc ça fait partie des causes qui a été diagnostiquées par la population. Vous savez, je fais partie de cette population-là parce que avant cette libération-là, je pense que comme je venais de le dire, il y a eu la calmie. Et donc aujourd'hui, qu'il faut-il faire? Ainsi de suite, je pense que nous allons essayer de proposer des pistes et des solutions parce que l'autorité de l'État est là. Nous avons les gouverneurs, nous avons des services de sécurité, la police, l'armée et consorts, l'ANR, ainsi de suite. Comment faudrait-il conjuguer des efforts pour que la population soit sécurisée, pour que la population vive dans la quiétude? Parce que c'est déplorable aujourd'hui. Monsieur Simon Lusson, vous êtes également avocat. Exactement quelles sont les conditions pour bénéficier d'une liberté provisoire au niveau de la prison? Bon, écoutez, il y a ce qu'on appelle la liberté provisoire, il y a aussi ce qu'on appelle la liberté conditionnelle. Il y a des conditions. D'abord, il faudrait que quelqu'un soit d'abord condamné. Il y a quelqu'un qui a été condamné et qui est en état, n'est-ce pas, le monsieur qui a été condamné était en train déjà de purger sa peine qui a été prononcée par les juges. Pour celui-là qui a déjà purgé, je pense, un quart de sa peine, je pense que cela pourrait être éligible selon les cas. Mais il y a aussi des infractions pour lesquelles quelqu'un ne peut pas bénéficier de la liberté conditionnelle. Il y a des cas et des infractions spécifiques pour lesquels ceux-là ne peuvent pas. Je peux vous citer les cas de la rébellion, par exemple, l'assassinat, le meurtre, ceux-là en tout cas ne peuvent pas bénéficier. Une infraction de viol aussi, ceux-là ne peuvent pas bénéficier de la mesure de liberté conditionnelle. Donc, comment trouvez-vous, Maître Léonard, une personne arrêtée pour une infraction de viol ne peut pas bénéficier d'une liberté conditionnelle, mais par contre, quelqu'un qui a tué un Koulouna, un malfaiteur, peut facilement bénéficier d'une liberté conditionnelle. N'est-ce pas là le vrai problème de l'insécurité qui bat record aujourd'hui dans la ville de Matadi? Bon, je ne dirais pas la même chose avec vous. Je pense que lorsqu'on dit une personne, lorsque vous soulignez qu'une personne qui a tué, communément appelée Koulouna, peut bénéficier d'une liberté conditionnelle. Ou diminution des peines. Oui, moi je pense
si réellement les preuves sont brandies devant les juges, je ne vois pas un seul instant que un meurtrier puisse bénéficier une liberté conditionnelle. Mais les juges condamnent sur base des preuves. Oui, et une personne qui se trouve... Non, le problème que nous avons, c'est quoi dans la société? C'est vrai que les faits se présentent. Nous avons la présence des personnes qu'on appelle communément Kuluna. Mais seulement que nous avons, nous, populations aussi, des difficultés. Nous rendons la tâche difficile aux institutions judiciaires. Parce que il ne suffit pas seulement de dénoncer les faits, mais il faudrait aussi accompagner ces faits-là de preuves, n'est-ce pas? Ce sont ces preuves-là qui feront en sorte que le juge puisse condamner. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? On arrête, on amène devant la police et puis la victime se retire pour ne pas charger l'infracteur. En réalité, il faudrait que l'infracteur soit chargé. Et voilà pourquoi nous décrions, on arrête, on amène à la police transmet au parquet, mais du fait que, arrivé devant le parquet, il n'y a pas de preuves qui pèsent sur ces gens-là, le parquet libère parce qu'il trouve qu'il n'est pas en face d'une personne qui a commis une infraction. Mais ce n'est pas le cas avec l'hypothèse soulignée par M. Simon Lusonso. On lui parle d'une liberté conditionnelle. Non, la liberté conditionnelle. D'ailleurs, dans les cas tels que je viens de l'évoquer ici, ce monsieur-là ne sera même pas condamné. Mais s'il arrive qu'on apporte des preuves et que ce monsieur soit condamné, celui-ci ne va pas bénéficier la liberté conditionnelle. Il va rester comme ça. Je pense que c'est ce qui a été souligné par Maître Simon Lusonso. Donc, il y a de ces faits infractionnels qui ne sont pas susceptibles. Les auteurs ne sont pas bénéficiaires de liberté conditionnelle. Il a cité, il y a meurtre, assassinat, viol, et il y en a plusieurs infractions comme ça. Donc là, vous allez appuyer votre peine. Vous n'allez pas bénéficier la grâce. En tout cas, ça c'est difficile. Ça, là, du moins, à ce niveau-là, c'est verrouillé. Voilà, merci. À ce niveau-là, c'est verrouillé. Mais Simon Lusonso, vous allez ajouter l'élément, mais tout en nous répondant. Face à cette situation, s'il faut établir les responsabilités, qui allez-vous incriminer? Merci. La responsabilité, à qui faudrait-il imputer cette responsabilité? Moi, je pense que d'abord, la démarche, il faut souligner ici que la démarche, elle est tout à fait légale. S'il faut accorder la liberté conditionnelle, parce que le législateur a déjà prévu ces mécanismes. Mais ici, le problème, c'est quoi? Il faudrait aussi identifier des gens ou des personnes, des inciviques qui sont réputés réellement ou sinon qui constituent un danger permanent pour la population. Vous comprenez? Quelqu'un qui a été arrêté pour des faits graves, ainsi de suite, quand bien même il a eu à purger une partie de sa peine et qu'il est bénéficiaire de cette mesure, il faut savoir sélectionner à qui faudrait-il accorder la liberté conditionnelle ou même la liberté provisoire. Donc il faudrait réfléchir parce qu'il y a des gens qui sont réputés, qui sont connus et une fois libérés, ce sont ces mêmes personnes-là qui sèment la terreur et la désolation. Donc moi, ma recommandation à l'endroit de l'autorité politico-administrative, à l'endroit des autorités judiciaires, je pense que s'il faudrait accorder des mesures de liberté provisoires ou conditionnelles, il faudrait étudier à qui faut-il accorder cette mesure. Parce que quelqu'un peut être éligible, mais si la personne représente un danger permanent pour la population, je pense qu'il ne faudrait pas. Parce qu'il y a des gens, dès qu'il réapparaît dans son entourage, dans son quartier, c'est la panique totale, c'est la désolation. Parce qu'on sait que la présence de cette personne-là, en tout cas, c'est vraiment gravissime vis-à-vis de la population. Voilà pourquoi moi j'ai dit il faut sélectionner. Et donc, par rapport à ça, vous savez, le problème c'est quoi aussi? Quelqu'un peut être éligible parce que non seulement lorsqu'on a commencé à purger sa peine pour être éligible à cette liberté conditionnelle, mais aussi l'intéressé doit pouvoir se comporter pendant son séjour en bon citoyen au niveau de la prison. Ce sont ces gens-là aussi qui bénéficient de cette mesure. Parce qu'il y a des gens, il est criminel, déjà condamné à la prison, mais malgré la prison, mais il se comporte toujours en Kuluna. Parce qu'en réalité, la prison, c'est un lieu de rééducation. Tel n'est pas le cas généralement chez nous.
Quand vous allez, quelles sont les institutions qui sont là pour rééduquer, apprendre même le métier à ceux qui sont en train de passer les séjours au niveau de la prison centrale? Non, il n'y a pas, cet aspect des choses n'est pas pris en compte même par l'autorité. Donc voilà, moi, ce que je pourrais recommander. Il faut étudier, identifier même des Koulouna, parce que quand vous sillonnez dans la ville de Matadi, les Koulouna répétés sont connus par la population. Mais ici, je voudrais dire, je ne suis pas en train d'encourager, n'est-ce pas, ces phénomènes. Lorsqu'on arrête, quelqu'un peut être Koulouna, mais on ne peut pas directement arrêter quelqu'un parce qu'il a été cité, non, voilà, il est Koulouna, et ainsi de suite. Il faudrait que quelqu'un pose un acte, n'est-ce pas, qui viole la loi pénale et ce qu'on appelle l'infraction. C'est en ce moment-là que la personne sera arrêtée. Quelqu'un peut être Koulouna, mais du moment où il n'a pas posé un acte infractionnel, en ce moment-là, il ne peut être arrêté. C'est pourquoi vous voyez parfois, parce que ça, il faut préciser à la population, c'est aberrant parfois d'entendre, nous voilà, parfois la police, lorsqu'on arrête quelqu'un, il y a un principe en droit qui dit actor incumbit probatio, c'est-à-dire, lorsque vous accusez quelqu'un, vous devez apporter les éléments de preuve pour soutenir, n'est-ce pas, les accusations. Je pense que mon ami ici venait de vous dire, généralement les victimes ne viennent pas. À supposer quelqu'un qui a été violé, on arrête son bourreau, c'est-à-dire les violeurs, on arrive au parquet ou au tribunal, on appelle la victime pour venir confirmer, parce que généralement ces gens-là, les criminels, ils nient les faits mis à leur charge. Mais lorsqu'on doit appeler la victime, peut-être qui a déjà été auditionnée par la police, mais devant les juges ou devant les parquets, la victime doit venir aussi confirmer sa thèse pour qu'elle soit confrontée, n'est-ce pas, à l'infracteur. Mais généralement, à l'absence de la victime, cela profite à l'accusé. Parce qu'à défaut d'éléments de preuve, le présumé, n'est-ce pas, coupable sera, n'est-ce pas, acquitté. Parfois, ils craignent aussi que ce Koulouna puisse être confronté à la population. Ils se disent que la police n'est pas en mesure de pouvoir les sécuriser. Alors, une fois sorti de la prison, sa vie sera en danger. Exact, vous avez raison. Mais je voudrais aller même au-delà même des avocats et des magistrats. Parfois, sont victimes de ces fléaux-là. Ils sont en insécurité. Parce qu'imaginez, vous êtes en train de juger, n'est-ce pas, un criminel. Vous les condamnez. Il se dit, et même au tribunal, il y a des Koulouna qui disent aux juges, aux magistrats, à moins qu'il n'a bimaté, même au Koulouna Kobima. Vous comprenez un peu des menaces pareilles. Même pour des avocats. Un avocat qui est en train d'assister la victime, son rôle, c'est de soutenir l'accusation. Son rôle, c'est de solliciter la postulation en termes de réparation au regard du préjudice que la victime a subi. Mais les allégations de l'avocat de la partie victime ou de la partie civile, selon les cas, ne vont pas plaire la partie accusée, qui n'est-ce pas, ces Koulouna-là. Donc vous comprenez, des mots après demain, il peut vous identifier par votre visage, et donc le mesure de sécurité chez nous n'existe pas tellement. Vous pouvez aussi être à la merci, tomber dans l'embuscade, n'est-ce pas, de ces Koulouna. Ça, c'est un problème que moi, personnellement, j'ai eu à relever. Voilà pourquoi il faudrait aussi lancer les cris de détresse à l'endroit des autorités, de réfléchir comment accompagner, comment sécuriser les victimes de faits infractionnels. Très grave, bien sûr. Les cas de viol, par exemple, quelqu'un qui a été, ou sinon, dont les Koulouna ont fait éruption au niveau des domiciles, on a essayé un peu de caillasser, on a essayé, je ne sais, de faire quoi que ce soit. Il faudrait assister ces victimes-là pour qu'ils ne soient pas à la merci de leurs bourreaux. Merci, Monsieur Simon Lusonso. Maître Léonard Senga, pensez-vous que la police également a une part de responsabilité dans cette affaire de l'insécurité dans la ville de Matadi? C'est comme vous l'avez soutenu, parfois même les magistrats, les juges et les avocats sont en insécurité face à ces Koulouna dont les juges les défendent. Oui, je me dis, la police peut aussi avoir une part de responsabilité. Dans quel sens? Je pense au début de cette année, il s'est opéré une action là vers Epom. J'étais moi-même victime. Et pendant qu'on appelait la police, j'ai appelé la police parce que j'étais à son temps non loin de la police. Les policiers qui étaient au là-bas me répondent, maître Ndenge Zaboye, Tozaka Kabisomi Balé. Et entre-temps, on était en face au moins de 60 personnes. Tozaka Kabisomi Balé, Mutokoya Kuna Azati. Voilà. Ça, c'est un problème sérieux à résoudre. C'est un problème sérieux à résoudre. La journée, ces policiers-là sont souvent dans des ronds-points, sont des roulages. Et le soir, après avoir raflé l'argent des pauvres chauffeurs, il prend sa bière, il dort.
et laissant le poste vide. Voilà encore la responsabilité de la police. Nous avons des personnes placées là-bas pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais ces gens-là, au lieu d'assurer la sécurité des personnes, préfèrent là où ils peuvent facilement gagner des moyens, là où ils peuvent facilement gagner de l'argent, tout en laissant la population sa triste sort. Donc, voilà la responsabilité qui revient aussi à la police. La nuit, en principe, je voyais des fois ces policiers ici, comment ils appellent ça? Ils circulaient la nuit, ils faisaient les patrouilles. Mais depuis un temps, ce système-là n'existe presque plus. Et à cela, les Koulouna profitent derrière ça. Et encore ça. Deux fois, ces Koulouna-là coopèrent avec la police. Parce que ce policier qui est mal rémunéré, du fait qu'il n'ait pas vraiment le moyen pour se nourrir les deux bouts du mois, il commence aussi, lui, de coopérer avec le Koulouna. Lorsque le Koulouna opère, c'est en collaboration avec un élément de la police, et les dividendes, ils vont se partager, les dividendes. Et le policier encore aura un moyen de vivre. Pardon, monsieur, pardonnez-moi. Aura aussi un moyen de vivre. Donc, c'est une façon aussi, c'est aussi une participation de la police dans ce crime-là. Et pour éviter la coopération de la police et pour que la police veille effectivement à sa mission, il faudrait, moi je pense, que ces policiers soient suffisamment rémunérés, et va finalement, du fait qu'il soit bien rémunéré, il va veiller à ce que la mission lui allouée soit bien accomplie et nous attraquer ces Koulouna-là, les envoyer à qui de droit, comme le disent les Kinois. Voilà, merci beaucoup. Mais c'est Simon Loussonso dans des postes de contrôle sur la voie publique ou sinon dans des postes de régularisation, vous trouverez plus de 10 policiers. Mais la nuit, quand vous partez dans un bureau de la police, on vous dit Nazaka Ngamoko, Totozaka Bisoyimbale Mutaroya Kuna Azate. Pensez-vous réellement qu'il y a un problème de l'effectif dans la police? Je voudrais vraiment hausser les tons pour que les autorités m'entendent que nous avons un sérieux problème d'effectif. Je ne suis pas de la police, mais je prends langue avec les autorités qui gèrent certains services de sécurité. Nous avons un problème réel d'effectifs, des éléments de la police. Moi-même, tout récemment, la semaine passée, et c'était vers Belvédère, il y a eu un problème pendant la journée, c'était un dimanche, il y a eu des échauffourées, des gens étaient en train de se battre. Sous ma barbe, je vous dis. Les mêmes événements se sont reproduits. Je vous dis, sous ma barbe, je suis allé dans un poste de police dont j'étais le nom. J'ai rencontré 3 éléments. Je parlais aux responsables que vous devez intervenir. Voilà ce qui me dit le responsable. Non, d'ailleurs, moi, alors que la situation était gravissime. Je quittais là, je me suis rendu au niveau du rond-point Belvédère. Na kiosque maire de la ville à Tongi permettait à l'ingala population à Yoka. Je suis allé là-bas. J'ai rencontré autant de policiers, plus d'une dizaine de policiers. Je me suis présenté, j'ai présenté la situation. Je pense à 7 mètres là où s'est passé les événements, les échauffourées. Les policiers me disent non, voilà, bisotosa à moi to kendekune zate. Et dans ce sens-là, vous parlez de l'effectif. Attendez, j'étais curieux. Je quitte là, je me suis rendu au sous-siat, site Belvédère. Je rencontre des policiers à qui j'ai posé les problèmes. Voilà la réponse des éléments de la police. On maître Batouana Koutou, déjà apparemment, parce qu'on a un problème dans la justice, il faut qu'à des tribunal. Sincèrement, j'étais choqué, j'avais dit, si tel est le cas, je vais informer le maire de la ville, je vais appeler l'auditeur, je vais appeler le commandant de la ville. Et curieusement, l'OPJ qui était dedans est sorti. Puisqu'il me connaissait,
il a instruit à quelques éléments de la police et nous sommes allés au niveau du rond-point Belvédère avec ordre de récupérer, bien sûr, quelques éléments qui étaient là et ils se sont rendus sur les lieux. Et de là, c'était grave. Il y a des gens qui se sont blessés. Voilà comment la police travaille. Au-delà du fait qu'il y a un problème d'effectif, parce que je vous ai dit, au premier bureau que je me suis transporté, là, je n'ai rencontré que 3 éléments. On m'a dit, l'un est malade, nous ne sommes qu'à 2, on ne saura pas effectuer les déplacements. Donc là, c'est un problème sérieux. En conclusion, les problèmes d'effectifs, c'est un problème sérieux. Les autorités doivent réfléchir là-dessus. Mais aussi au-delà de tout, la capacité, oui. Mais aussi au-delà de tout, il faut équiper notre police. C'est ce qui fait que lorsqu'il y a des manifestations de Koulouna, la police ne sait pas faire face. Parce que les Koulouna sont tellement outillés, mais notre police n'est pas outillée. C'est là aussi le problème. Donc, il y a un problème réel de notre police et il faut se parler, n'est-ce pas, à vive voix pour que les autorités comprennent, parce que la responsabilité de sécuriser la population revient, n'est-ce pas, à l'autorité, c'est-à-dire au gouvernant. Et moi, je pense qu'il est temps, plus que temps, pour que la population soit sécurisée. Voilà, merci beaucoup. On va prendre notre troisième thématique et c'est pour peut-être finir cette émission avec ce troisième sujet. C'est donc la recrudescence des accidents sur la nationale numéro 1 dans l'espace de 4 mois. Dans 4 mois, pratiquement plus de 15 accidents sur la nationale numéro 1. C'est pas facile ça et ce sont des accidents mortels. Maître Léonard Senga, selon vous, quelles sont les vraies causes de ces accidents en répétition sur la RN1? Oui, merci beaucoup. Je commence d'abord de présenter mes condoléances dans toutes les familles éprouvées. Ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal de perdre les citoyens congolais comme ça. Et c'est par, je peux dire, par imprudence. Pourquoi je dis par imprudence? Parce que il faudrait, à mon avis, placer comment je peux dire ça? Il faudrait contrôler cette route ici. D'abord, il faudrait partir, il faudrait aller au départ. Souvent, ces accidents-là, s'il faudrait demander en dehors de cet accident qui vient de se produire des Bouba, en dehors des Bouba, oui, en dehors de ça, à ce qui concerne les accidents de circulation, vous allez voir. Même de Mbouba, il y a eu d'abord un accident de circulation. Oui, le véhicule est tombé à 16 heures et plusieurs heures après, voilà. Pratiquement 22 heures, il y a eu explosion. Ok. Et heureusement aussi que ça s'entre dans les cas. Moi, je pense que le problème, c'est d'abord les recrutements des chauffeurs. Les recrutements des chauffeurs. Les chauffeurs, voyez, circulons seulement ici. Lorsque vous trouvez un chauffeur qui dérange un peu, qu'est-ce qu'on vous dit que Moutouakams. Mais moi, je me dis, où pouvons-nous trouver les meilleurs chauffeurs? N'est-ce pas dans des écoles, dans les auto-écoles? C'est là où on doit trouver des bons chauffeurs. Mais chez nous, c'est maintenant le contraire. Pour que vous soyez un bon chauffeur, il faudrait d'abord faire les bons chauffeurs, qui moutouna, les collages. Là, il pense que le chauffeur aura beaucoup plus d'expérience. Non, mais effectivement, maintenant, là, il y a un problème du respect, n'est-ce pas? Le respect du code de la route. La majorité, les accidents que nous rencontrons là, beaucoup plus, il y a manque du respect du code de la route. Beaucoup plus. Et encore, un chauffeur qui vous conduit, surtout nos amis chauffeurs poids lourds, sous les effets de l'alcool, avéré alors, sous les effets de l'alcool, allez-y, prenez la tronçon Matadi Kinshasa. Il y a toujours des petites bouteilles là qu'on nous vend là. Des whisky là, des petites bouteilles. Et qui en ont les vrais acheteurs? Ce sont des chauffeurs. Après avoir consommé autant de bouteilles comme ça, et puis il vous conduit. Et voyez comment il roule. Vive en lire. Et cela entraîne les accidents que nous décrions à ce jour ici. Donc pour moi, il faudrait dès le départ demander aux agences de transport ici, avant d'embaucher un chauffeur, qu'il soit venu
d'un auto-école, n'est-ce pas? Il vient là et puis on les soumet à un examen. Vous voulez décourager ceux qui proviennent des écoles normales en faisant la mécanique. Il a appris à conduire à l'école. Il a un diplôme. Mon cher, je suis licencié en droit. Je suis licencié en droit. Je voulais conduire. Je suis allé apprendre. Donc je n'ai rien perdu. Quelle que soit votre formation scolaire ou académique, aller apprendre encore, ce n'est pas mauvais, c'est seulement bon. Je me dis, pourquoi refuser se faire former? Vous avez appris comment réparer un moteur, comment, je ne sais faire quoi, mais vous n'avez pas appris comment conduire, vous n'avez pas appris à respecter les codes de la route. Et à cela, il faudrait maintenant aller apprendre là-bas. Et si la majorité des chauffeurs apprenaient, je pense que ça sera une diminution des cas d'accident sur national numéro 1. Moi, je pense que c'est parmi les problèmes d'abord à résoudre. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Simon Lusonso, RNA, recrudescence des accidents. Quelle lecture faites-vous? Les causes et quelques pistes de solutions préconisez-vous? Est-ce qu'il faudrait mettre une équipe en place de contrôle, une équipe de surveillance sur la nationale numéro 1? Merci de la question. Vous savez, c'est une question très cruciale. J'ai suivi à un moment donné la dernière session parlementaire. L'Assemblée provinciale avait fait des recommandations à l'endroit du gouverneur. Et surtout de prendre des mesures par rapport à la réglementation des projecteurs que le chauffeur ou sinon qu'on met juste devant les véhicules. Projecteurs LED. Des projecteurs LED, voilà. C'est pour dire qu'il y a une responsabilité d'abord de la part de l'autorité. J'ai essayé d'épingler un problème. Le problème c'est quoi? La route nationale numéro 1, Kinshasa-Malitroso, Kinshasa-Matadi, elle est assez muette. Alors que la route devrait parler. Vous comprenez? Lorsque la route ne parle pas, c'est déjà un problème réel. La population est exposée. Et lorsque je dis la route doit parler, il faut qu'il y ait des panneaux de signalisation. Là où on a placé les dodanes, il faut qu'il y ait un panneau. Là où le chauffeur doit rouler à telle vitesse, il faut qu'il y ait un panneau. Là où il y a une école. Là où il y a une école, là où il y a un village, ainsi de suite. C'est en cela maintenant qu'il faut parler du respect du code de la route. Parce que le code de la route prévoit tous ces panneaux-là pour faire parler la route. Mais tel n'est pas le cas. Voilà ce qui occasionne. Vous n'avez jamais entendu à tel endroit, à tel hôtel, à tel village. On a éclaboussé sur un enfant, sur un passager, sur un villageois et sur un champêtre. Donc ce sont des causes. Mais aussi j'ai essayé de réfléchir. Parmi les causes. Vous voulez crucifier la Sainte Père ici? La Sainte Père, tout à fait, elle a une aussi responsabilité. Les ministères, je dirais même national, n'est-ce pas, des transports, et même en collaboration avec les ministères des ITPR, ainsi de suite. Moi, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Et cela, ces mesures doivent être accompagnées aussi par l'autorité provinciale. Nous avons les gouverneurs. Je vous donne un exemple. À l'époque du gouverneur Atou Matubwana, lorsqu'on a construit les tronçons routiers 24 et 15, pont Kiamvu, je pense que dans son discours, le gouverneur honoré Atou Matubwana avait demandé à la Sainte-Père, et je pense au maire de la ville, de faire parler ces tronçons routiers-là. C'est-à-dire parce qu'on a constaté aussi des chauffeurs de motards qui roulaient à vive allure et qu'on devait placer des dodanes. Mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Vous comprenez? Cela peut être minimisé, mais ça représente quelque chose pour éviter les accidents. Mais aussi, moi, je pense par rapport aux pistes de solutions, s'il faut proposer des pistes de solutions, au-delà du fait que la route doit parler, mais aussi les véhicules, surtout à haut risque, vider la matière, il faudrait qu'on puisse instaurer un système de contrôle technique. Avant que surtout pour des gros véhicules, avant de quitter la ville de Matadi, avant de quitter, je ne sais, Boma, pour aller à Kinshasa et vice-versa, il faut soumettre tous ces véhicules-là, poids lourds, à un contrôle technique. Là, du moins, on sera rassurant que le véhicule est dans un état technique
assez bon. Et voilà, on va pas finir cette émission sans pourtant parler de l'actualité qui a dominé dans la ville de Matadi, chef-lieu du Congo central, ce lundi 19 septembre 2022. Manifestation de conducteurs de véhicules, taxis et motos dans la ville de Matadi qui s'est soldée par des affrontements entre la force de l'ordre, notamment la police et les conducteurs. Plusieurs arrestations, il faut les signaler ici. Maître Léonard Senga, le travailleur, les élèves, les étudiants ont eu du mal de pouvoir se déplacer aujourd'hui à Matadi et enfin il y a affrontement entre la police et le conducteur. En quelques secondes, une analyse. Oui, en quelques secondes, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est un domaine très crial et que lorsqu'il fallait prendre une telle décision, moi, je pense qu'il faudrait informer la population. Parce que surtout que ça tombe encore les lundis. Les lundis, tout le monde se prépare pour aller au travail, à l'école, partout selon les programmes de tout et chacun. Mais soudain comme ça, moi personnellement, j'étais étonné. Donc pour vous, il devrait d'abord annoncer. Merci. Ne fait-ce que nous annoncer et prendre des précautions. Donc moi, j'ai libéré déjà les enfants. Vous condamnez l'association des chauffeurs ASECO et en tout cas, ils pouvaient avoir raison s'ils avaient respecté la procédure. Mais s'ils n'avaient pas respecté la procédure, en tout cas, prochainement, ils doivent quand même... Voilà, l'administration de l'association des chauffeurs doit travailler. Maître Simon Lusonso, un mot par rapport à ça dans quelques secondes. Je pense que manifester, c'est garanti par la Constitution. Manifester, je pense que c'est tout à fait aussi logique, compte tenu de la flambée des prix, n'est-ce pas, des produits pétroliers, c'est tout à fait normal. Mais il faut réfléchir ici à la question, comment faut-il manifester sur la voie publique? Comment la population était surprise? Mais la Constitution, je l'ai dit bien, je crois que c'est l'article 26, si j'ai une bonne mémoire. La manifestation publique est soumise, n'est-ce pas, au régime, n'est-ce pas, d'information à l'autorité compétente pour que celle-ci prenne des dispositions en termes d'accompagnement pour éviter des débordements, ainsi de suite. Est-ce cela a été fait? L'autorité a été avisée? Donc voilà là où je suis. Voilà. Si les amis n'ont pas écrit, voilà, là du moins ils ont fauché. Merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Angle Saillant présentée par Glodino Lukanou. Nous avons réussi pour vous des invités. Il s'agit de maître Simon Lusonso, analyste politique. Merci d'être venu maître. C'est à moi de vous remercier, mais aussi à cette population qui nous fait toujours confiance. Merci beaucoup. Et nous avons également réussi pour vous, maître Léonard Senga. Il est membre et haut cadre de l'Alliance pour les changements, assez parti cher à Jean-Marc Kabound. Maître Léonard Senga, merci d'être venu. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons parlé de 3 thématiques. La démission de Vidé Tshimanga comme étant conseiller spécial chargé des questions stratégiques du chef de l'État. Nous avons également parlé de l'insécurité dans la ville de Matadi, la recrudescence des accidents sur la nationale numéro 1, mais aussi de la manifestation des conducteurs de véhicules, taxis et motos. On va donc finir cette émission par ici. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et merci à cette grande équipe technique qui a piloté ensemble avec moi cette émission. Nous nous retrouverons donc le lundi pour un nouveau numéro, sinon au courant de la semaine avec les autres numéros, notamment avec les confrères journalistes de ma bannière télévision. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.